L'amitié est vraie ou pas? L'amitié peut-elle résister au pouvoir? L'amitié peut-elle résister à l'argent? L'amitié peut-elle résister au changement climatique des saisons de la vie? L'amitié est-elle permanente? Point d'interrogation. Je ne sais pas si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye peuvent en dire autant. Questionnement. On ne peut qu'espérer que le futur soit brillant. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le feu et la divergence. Beaucoup de personnes parlent de trahison entre Sonko et Faye. Et c'est chaud. On va essayer de voir très rapidement ce que ça veut dire. Faut-il faire confiance aux gens dans la vie? Faut-il donner ton assignation à une tierce personne, même si c'est ton ami très proche ou ton bras droit? Point d'interrogation. Alors, le monsieur-là s'appelle Ousmane Sonko. Il est Premier ministre du Sénégal. Et celui-là, c'est Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal. Mais entre les deux, ça ne marche pas. Le monsieur ici, Ousmane Sonko, est le créateur de PASTEF, le parti politique qui engage les deux à la fois. Créateur de PASTEF et l'autre était secrétaire général de PASTEF. Et vous posez certainement la question de savoir comment ça se fait que le créateur fondateur n'est pas président de la République, pendant que le secrétaire en est. On le verra tout de suite. Avant cela, je pense qu'il faudrait savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas entre les deux? Et pourquoi les gens parlent de trahison? Très récemment, Bassirou Diomaye Faye, président de la République, de manière unilatérale, a écarté Aïssatou Mbodj. Aïssatou Mbodj est allié de Sonko, mais elle a été écartée de la direction de la coalition présidentielle et l'a remplacée par celle-là, Aminata Touré, qui est son propre choix. Alors suite à cela, Sonko et le parti PASTEF ont réagi fortement contre Faye. Évidemment, M. Faye fait partie de PASTEF. Donc, quelque part, il lui faut répondre PASTEF. Ils ont réagi fortement, estimant que Faye outrepasse ses prérogatives. Donc, il a fait cela pour embarrasser le Premier ministre, qui, à quelque temps avant, disait qu'il n'y aurait aucun changement dans la coalition. Donc, le Premier ministre dit qu'il n'y aura aucun changement dans la coalition. Le président fait un changement brusque. Alors, c'est quoi le message qu'on envoie? Il n'y a pas très longtemps, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, était en discussion avec l'FMI. L'FMI, évidemment, c'est cette organisation qui donne des dettes aux pays des tiers-monde pour les aider à se développer. Entre parenthèses, au cas où le pays avait besoin de prêts pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes et autres infrastructures, l'FMI est en capacité de donner cet argent à condition que le pays soit en capacité de rembourser cet argent. Pendant cette discussion, on découvre que le Sénégal avait accumulé une dette d'approximativement 11 milliards de dollars. Ce sont des dépenses éléphantesques dont Ousmane Sonko blâme le gouvernement précédent. Donc, le gouvernement précédent aurait été auteur de ces dépenses qui étaient exorbitantes. Mais alors, pendant ce temps, le Fonds monétaire international voulait restructurer la dette du Sénégal, c'est-à-dire trouver des moyens à travers lesquels le Sénégal pourrait trouver de facilité à payer cette dette. Donc, restructurer une dette d'un pays, c'est-à-dire que l'FMI assiste sur l'amélioration de la gestion de la dette, centraliser les fonctions de dette, renforcer la transparence et mieux contrôler les emprunts. L'FMI envisage plusieurs options de restructuration, mais aussi de reprofilage de la dette, ce qui signifie évidemment éteindre les échéances, payer plus tard, sans forcément réduire le capital des intérêts. Alors dans ce cas, Ousmane Sonko n'a pas aimé. Il a dit absolument pas. On ne va pas restructurer notre dette. On va continuer à payer normalement comme si on le payait dans le passé. On va continuer à payer normalement comme c'était prévu dans le passé. Il voulait simplement protéger les intérêts du Sénégal, de l'extérieur. C'est-à-dire, les investisseurs venant au Sénégal, s'ils entendaient dire que le Sénégal était restructuré en termes de dette, ils prendraient froid directement et auraient peur. Cela dirait que le Sénégal est en route vers la banqueroute ou la faillite. Donc, qui voudrait investir son argent vers un pays qui tombe en faillite? Ça ne serait absolument pas rassurant. Alors, M. Sonko a dit absolument pas. Ce serait un signe d'humiliation à l'égard du Sénégal si on faisait ça. On ne va pas restructurer cette dette. Je veux rassurer aussi les investisseurs. Nous voulons un partenariat beaucoup plus équilibré, gagnant-gagnant. Le schéma jusqu'à présent qui a été expérimenté, quand vous voyez le cas du Sénégal, depuis qu'on a constaté avec l'audit une part importante de dette qui n'a pas été révélée, le débat à l'interne, alimenté par malheureusement de la propagande médiatique, c'est comme si le sort du Sénégal dépendait de l'extérieur et particulièrement du Fonds monétaire international, ce qui n'est pas le cas en réalité. Ce partenariat est extrêmement important. Mais le sort du Sénégal va dépendre d'abord du peuple sénégalais lui-même. À faire le sursaut qu'il faut à travers ce plan de redressement économique et social. Prioritairement, d'abord, ça va dépendre de cela. Ça va dépendre des efforts d'assainissement budgétaire que nous allons faire et qui nous crédibilisent nous-mêmes vis-à-vis de nos partenaires.
Ça va dépendre certainement du réexamen d'un certain nombre de facteurs, notamment intégrer ce qui doit l'être en termes budgétaires pour avoir la réalité qu'il faut. Et ça dépendra en définitive, en dernier ressort, de ce qu'on pourra avoir comme accord avec des institutions comme le FMI, qui ne règlent pas notre problème. Ce n'est pas un accord de 1,8 milliard de dollars avec le FMI qui règle les problèmes budgétaires du Sénégal, mais c'est peut-être un cautionnement pour nous permettre d'aller dans des conditions beaucoup plus sereines vers le marché et rassurer également les investisseurs. Et j'en profite aussi pour dire que, en tant qu'Africains, nous sommes de fervents défendeurs du multilatéralisme. Mais il y a des pans entiers du multilatéralisme qu'il faudra revoir. Aujourd'hui, même pour les grandes puissances, la capacité à collaborer avec un pays va dépendre beaucoup plus de l'onction d'un certain nombre d'institutions, quand bien même sur le plan bilatéral, vous vous rendrez compte que les conditions sont réunies pour coopérer avec ce pays-là. Mais on va dire, nous attendons l'avis du FMI, nous attendons, et ça va déteindre aussi sur la notation. Je pense qu'aujourd'hui, une réflexion très profonde doit être initiée sur ce plan-là. Mais ce que je voulais dire en définitive, c'est que les pays africains doivent compter sur eux-mêmes d'abord. Et c'est cela qui va rassurer les partenaires qui viendront beaucoup plus aisément pour cela. Alors en disant cela, M. Sonko s'attendait à une chose. Après avoir dit ce discours, il s'attendait à ce que M. Bassirou Diomaye Faye fasse un message ou dise quelque chose soutenant sa rhétorique. C'est comme si vous dites, bon écoute, à notre entreprise, on ne fera pas ça, on ne changera pas ça. Mais après avoir dit ça, votre supérieur ne dit absolument rien. C'est quoi le message qui passe? Le message qui passe, c'est que peut-être que le supérieur, lui, est d'accord avec l'FMI dans ce cas. Alors cela sont ouvertement les deux problèmes majeurs, pour l'instant, qui attisent ce feu entre les deux. On va essayer de rentrer en arrière un peu pour comprendre comment M. Faye est devenu président à la place de Sonko. 2021, Ousmane Sonko, brave, courageux, jeune, inspirant toute la jeunesse sénégalaise, était clairement en route pour la présidence. Et à l'époque, il y avait ce monsieur qui était président de la République du Sénégal, qui après avoir tenté de changer la constitution dans l'objectif de devenir candidat à la présidence une troisième fois, il a été obligé de trouver une tierce personne pour le remplacer. Mais évaluant la réputation de Sonko et son groupe qui à l'époque dégageait un aura fort d'une jeunesse libre, d'une équipe de personnes qui voulaient voir le Sénégal pour le Sénégal, la seule façon de l'empêcher à devenir président était de trouver un moyen très indélicat. M. Sonko partit en un moment de détente pour aller se faire masser, se retrouvait quelques jours plus tard face à une plainte par la dame qui l'a massé, prétextant qu'il l'aurait violé et ensuite l'aurait menacé de mort. Donc imaginez-vous, vous partez quelque part pour vous faire masser et après la femme dit non, il a voulu me violer et aussi il m'a menacé de me tuer. Après avoir été arrêté et questionné, il a été jeté en prison. Et pendant ce temps, beaucoup de gens sont sortis dans les rues du Sénégal, fâchés, tollé général, énervés contre le gouvernement parce qu'on avait compris le jeu. On voulait écarter Sonko pour pas qu'il soit candidat à la présidence. Malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans un Sénégal qui était réputé pour son calme et sa démocratie. Ces jours-là représentaient des moments absolument obscurs pour l'histoire du pays de la Teranga. Fast forward 2023, Ousmane Sonko sort de prison, ils n'ont pas de preuves pour l'incarcérer, mais on le condamne pour corruption de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est lui qui aurait corrompu la jeunesse à aller brûler les histoires qu'ils ont brûlées. Évidemment, comme vous l'avez compris, l'objectif ici était de l'écarter de la course des élections. Alors, écarter des élections, il fallait bien faire quelque chose. Qu'a-t-il trouvé comme moyen alternatif? À côté de lui se trouvait Bassirou Diomaye Faye, un monsieur avec qui il a parcouru le chemin dur, une personne avec laquelle il a été en prison, quelqu'un de confiance, son bras droit. Et d'ailleurs, à l'élection, on se souvient à l'époque, on disait voter pour Bassirou, c'est voter pour Sonko. Ou Bassirou, c'est Sonko. C'était ça le motif. C'est à cause de ça que la grande population sénégalaise a soutenu M. Bassirou Diomaye Faye, sans lequel ça aurait été quasi impossible de devenir président. Devenu président, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? M. Sonko a une politique étrangère dure, à l'égard certainement des colonisateurs. Il veut briser les barrières, il veut libérer le Sénégal de l'emprise du colonialisme. Il est d'ailleurs de ceux qui disaient que le Sénégal ne devrait plus garder des forces étrangères dans son territoire. Et c'était inacceptable que les militaires étrangers se retrouvent dans un territoire libre qu'est le Sénégal. Mais beaucoup de gens pensent que M. Faye avait une politique plus docile, plus calme, plus molle, à l'égard de la France surtout. M. Faye voulait discuter, coopérer, réarranger les accords avec la France, pendant que Ousmane Sonko a une mentalité beaucoup plus dirigée un peu vers les États du Sahel. Bon, je me souviens aussi qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui ont critiqué le groupe.
beaucoup de panafricanistes disaient qu'ils étaient vendus, qu'ils avaient vendu un rêve aux Sénégalais, disant qu'ils allaient changer, restructurer, bouter hors du territoire sénégalais le franc CFA. Voilà ce qu'ils disaient. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Mais avec le temps, les mêmes personnes ont compris qu'il y avait deux politiques complètement différentes au Sénégal. Alors avec le temps, comme vous vous y attendez, M. Faye a aussi son clic. Il y a aussi des gens qui le soutiennent, des gens qui le boostent, des gens qui lui disent c'est toi le chef. Il n'a rien à te dire. En réalité, c'est lui le chef. Pratiquement, il n'a rien à lui dire. Mais dans l'intégrité de cette chefferie, M. Faye devrait savoir qu'il est venu de PASTEF et que c'est grâce à Sonko qu'il est président de la République. Mais est-ce que cela tient de la valeur aujourd'hui? Dans un monde machiavélien où la vérité appartient toujours au fort? Question mark. En tout cas, on espère que ce ne sera pas un nouveau cas de Sankara et Blaise Compaoré. Un Chinois a traité un Kenyan avec beaucoup de mépris, beaucoup d'irrespect, beaucoup de condescendance. On va voir ici très rapidement une vidéo d'un Chinois en train de tabasser un Africain, un Kenyan, tabassé gratuitement, en tout cas au boulot. Il a tabassé comme pas possible. Suivant d'abord, suivant. Remarquez comment le Kenyan est en train de reculer. Il recule sans vouloir affronter le Chinois. Est-ce parce qu'il a peur du Chinois? Se-t-il dit peut-être que bon, si je retaliais ici, le Chinois va me tabasser, me faire du tai chi ou un truc comme ça? Parce que, enfin, généralement en Afrique, on a tendance à penser que les Chinois sont tous soit ninja, kung-fuciens ou tai-chi-chiens. C'est peut-être bon, on se dit, vaut mieux se calmer jusqu'à ce que le Chinois se calme pour ne pas se faire battre, racler correctement et ne pas rétalier. Garder la vie, évidemment. Ou bien vous pensez peut-être que le Kenyan l'a fait par respect, de ne pas vouloir perdre son boulot. Enfin, fin de compte, c'est l'Afrique. La vie est difficile, on a des enfants et des responsabilités. Pourquoi ne pas carrément se taire, se calmer? En fin de compte, c'est majeur. C'est grâce à eux qu'on a un boulot, c'est grâce à eux qu'on a un moyen de vivre. Je vais me calmer jusqu'à ce qu'ils se calment et finalement, on va retrouver la paix. Quel que soit votre choix, les Kenyans ont décidé eux-mêmes. Ils ont mis la pression. Regardez ici, leur commission KOTU, c'est l'union qui protège les travailleurs du Kenya. Ils viennent de demander au département de l'Intérieur de refouler le Chinois. Refouler le Chinois, le renvoyer chez lui. Pour avoir humilié le Kenyan qui cherche à vivre sa vie correctement. Et pas seulement lui, ils ont aussi accusé une autre entreprise chinoise de demander à leurs employés de chanter en mandarin au moins 3 fois par jour. Donc une entreprise des Chinois au Kenya impose à ce que les travailleurs chantent en chinois 3 fois par jour. Et ce sont des chansons de mépris, de condescendance, d'humiliation. 3 fois par jour. Donc nous sommes des singes, nous sommes des chèvres, des choses comme ça. C'est donc ça. Maintenant, regardez la vidéo suivante. La vidéo suivante où le monsieur est en train de dire écoute, je le pardonne, il n'y a pas de souci. Suivant ce qu'on a dit. Nimemsamehe na nimeachana naye, bado nataka nifanye kazi hapa because nilimtoa bosi kuja kufanya hapa kazi. Next time kama kuna shida anije tuongee kwa ofisi, then kama kuna shida nitakubali makosa yangu. Lakini kwa yote nimemsamehe. Ce que vous remarquez déjà là, c'est pas lui qui fait la vidéo à volonté, n'est-ce pas? Il y a une personne qui tient la caméra, il lui pose la question en disant est-ce que tu lui as pardonné? Il parle swahili là. Est-ce que tu lui as pardonné? Il dit ah oui, je le pardonne. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait rapidement voir que ce n'est pas fait parce que monsieur voulait le faire. C'est fait parce que la première vidéo a causé une tollée générale dans la société. Les gens sont fâchés et sont prêts à réagir. Voilà pourquoi il fallait directement faire une nouvelle vidéo pour apaiser un peu les tensions. Regardez le body language, le langage corporel. Regardez le Chinois, pour une fois, en train de tenir avec 2 mains la main de l'Africain. Regardez, c'est un signe de quoi? C'est un signe de respect. Regardez le body language du Chinois. Ça, c'est je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Hein, ce n'est pas je regrette ce que j'ai fait. C'est s'il te plaît, je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Alors fais quelque chose s'il te plaît. Suivant. Voilà, il dit encore, pour l'avenir, s'il y a un problème, qu'il me parle gentiment, et moi, s'il le faut, je reconnaîtrai mes fautes. Ok? Il ne dit pas je le pardonne pour avoir fait ce qu'il a fait, mais il dit je le pardonne tout en se justifiant déjà. Si dans le futur, il y a un problème, qu'il me parle, comme ça, s'il faut que je reconnaisse, je reconnaîtrai mes fautes. C'est ce qu'il dit. Mais dans tout ça, oublions cette histoire, en fin de compte, c'est mon boss et je voudrais qu'on continue de travailler. Continuer à travailler, en tout cas, je ne sais pas si ça va se passer parce que le boss en question a été embarqué, il est forcé de quitter le territoire
La pression qui a été appliquée par, pas seulement les Kenyans sur Internet, mais aussi par COTU, la Commission de protection des employés kenyans. Les Kenyans ne rigolent pas. Chez eux, c'est pas des bêtises comme dans beaucoup de pays d'Afrique où le Chinois a l'autorité sur le noir. Pas de bêtises au Kenya où les Libanais dominent sur les Noirs. Je sais qu'il y a des Libanais qui sont devenus Africains, mais il y a un traitement spécial pour les Libanais. Tous les Libanais ne sont pas méchants, sans doute, mais il y a certains qui se servent du système pour assujettir les Noirs. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Au Kenya, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des gens qui bousculent et qui poussent. Alors, en parlant de Chinois, ce n'est pas la première fois qu'on voit ces genres d'histoires. Et je pense que ça doit changer. Parce que jamais vous ne verrez un Africain en Chine employer un Chinois et commencer à le tabasser pendant que le gouvernement chinois. Regarde, ça ne se fait pas. Quand vous allez chez les gens, il faut respecter les gens quand même. Il faut respecter les gens quand vous allez chez eux. Mais il faut aussi reconnaître une chose, les amis. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous allons essayer de voir très rapidement ce qui s'est déjà passé dans le passé. Si vous voulez savoir ce qui se passera dans le futur, regardez simplement dans le passé, vous en trouverez. Dans le passé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, au Zimbabwe, regardez sur la carte, c'est ça le Zimbabwe. Au Zimbabwe, à Mukoto, dans une mine d'or, ok, un Chinois au nom de King Jumru, 43 ans, a tiré à bout portant sur un Zimbabwéen, un travailleur de 36 ans. Il l'a tué. Pourquoi? Parce que le travailleur demandait sa paye, son argent. Il n'était pas payé, en tout cas pas l'entièreté, il voulait le reste de son argent. On l'a tué. Comment on l'a découvert? On l'a découvert un jour plus tard, quand 4 Chinois essayaient de disposer de son corps. C'est la population locale, la communauté qui les a remarqués, on les a arrêtés, on a appelé la police. Et leur justification était quoi? Ils ont dit que monsieur était un gangster, il faisait partie d'un gang. Un gangster? Ah bon? Il faisait partie d'un gang? Même si c'était un gangster qui faisait partie d'un gang, est-ce de votre responsabilité à vous de l'abattre dans un pays étranger? Ça n'a aucun sens. Est-ce de votre responsabilité de diminuer les gangsters d'un pays? Ce n'est pas à vous de le faire, il faut appeler la police. Est-ce qu'il a essayé de tuer sur quelqu'un? Non. S'il a essayé de vous tuer, peut-être on peut comprendre les légitimes de phase. Mais comment avez-vous d'abord eu l'arme? C'est par quel moyen? Au Zimbabwe, on sait que les étrangers ne sont pas censés avoir le port d'armes. Pas du tout. Ça ne se limite pas là, ce n'est pas la première fois. Partons en Zambie, regardez ça, c'est la Zambie. En Zambie par exemple, ce monsieur ici était maire, ok? Le maire de la capitale est parti voir les Chinois où ils avaient carrément séquestré des Noirs, ok? Pendant Covid. Les Noirs zambiens étaient bloqués au travail pendant 2 semaines, ne rentraient pas chez eux à la maison, sous prétexte par les Chinois qu'ils risqueraient de revenir au boulot avec Covid, infecter le reste des gens. Restez au boulot, travaillez sans vous reposer, continuez à dormir ici dans les chambrettes, ne partez surtout pas voir vos épouses, vos enfants qui ont besoin de vous en ce moment très difficile, de peur que vous ne rentriez ici infectés par la Covid. Alors le maire évidemment s'est dit mais c'est pas possible, c'est complètement incohérent ce genre de bêtises. Le maire est parti voir, il a regardé dans quelles conditions vivaient ces gens. Surtravaillés, surexploités, vivaient dans des conditions minables. Le maire a fait un travail évident dans le bénéfice des Africains. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le maire s'est fait virer. Les gens hauts en société ont fait de sorte que le maire soit viré. Mais pourquoi? On se pose la question. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la Zambie est profiteuse, bénéficiaire des avantages venant de la Chine. La Zambie a reçu en 2025 seulement 3 milliards de dollars d'investissement venant de la Chine. 3 milliards de dollars, créant ainsi 50 000 jobs en Zambie. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ok? Ils ont créé même des écoles. Il y a 2 écoles en Zambie, on ne parle que chinois. Bon, c'est vrai, on pourrait dire, écoute, il y a des écoles où on parle anglais ou français. Ce n'est pas très différent, mais bon, en Zambie, c'est évident, les raisons sont claires. Est-ce du néocolonialisme ou pas? La Zambie, ce n'est pas le lieu où tu vas challenger un Chinois, ça ne va pas marcher. Il y a aussi au Kenya, par exemple, ce monsieur ici. Ce monsieur chinois, arrivé au Kenya, disait au Kenya que les Kenyans puent. Ok, les Noirs puent. Pour quelconque raison, stressé, je ne sais pas par quoi, il dit aux Kenyans qu'ils sont des voleurs. Les Noirs sont des voleurs et ils puent. On lui a posé la question de savoir, et le président aussi, il a dit oui, le président aussi, il pue. C'est aussi un voleur. Je m'en fous de lui, on est seulement ici pour l'argent suivi. Suivez ce qu'il a à dire. En détournant votre colère vers moi. Vraiment? Ouais, toi c'est comme si vous me punissez. Tu es le Kenya. Donc vous me punissez parce que je suis... Tout le monde, chaque Kenya, même Edna, comme un, comme... Voilà à quoi ressemblent tous les Kenyans, comme des singes. Même Uhuru Kenyatta. Tous. C'est comme un singe? Oui. Le président de ce pays? Oui, bien sûr. Tu peux aller au tribunal et me le dire. Qui a les preuves? Ce que tu fais est extrêmement mal. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Je n'appartiens pas ici. Je n'aime pas ici, comme des gens singes. Je n'aime pas parler avec eux. Ça sent mauvais, ils sont pauvres, stupides et noirs. Qui les aime? Pourquoi pas les gens brillants, comme les Américains? Alors pourquoi venez-vous faire des affaires au Kenya si nous sommes pauvres? Nous sommes noirs. Pour de l'argent? Ouais. Pourquoi avez-vous besoin de notre argent? L'argent est important. L'argent est important? Pourquoi pas?
Mais pourquoi ne vas-tu pas chercher de l'argent auprès des autres blancs? Donc le monsieur qui dit, on est seulement ici pour l'argent. Même si tu n'es que là pour l'argent, il faut savoir être gentil avec les gens. Vous savez, même une prostituée, pour parler à une prostituée, il faut s'adresser à lui avec gentillesse, sympathie et politesse. Sinon, elle ne voudra pas. Si une prostituée vient ici, elle ne viendra pas, même si elle est prostituée. Tu veux pas aller chez les gens, même si tu n'aimes pas les gens, même s'ils sont sales et puent, commence à dire, je suis ici, mais vous puez, mais je suis ici, c'est pour l'argent que je suis là. Ça n'a aucun sens. Tu veux pas aimer un homme et je suis là, moi, c'est pas toi qui m'intéresse. Moi, c'est ton argent qui m'intéresse. Mais il sera pas content. Il faut être bête pour faire ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur? On l'a refoulé. Le jour d'après, on l'a embarqué, on l'a envoyé en Chine. Et ce n'est pas la seule histoire. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a aussi une histoire qui s'est passée en République démocratique du Congo, voilà, sur la carte. À Kinshasa, il y avait un Chinois qui a eu quelques histoires avec ses employés. Et après les difficultés qu'ils ont eues, ils se sont battus. Il a sorti un couteau. Après avoir sorti un couteau, il a commencé à fuir comme un malade dans un marché. Le Chinois était torse nu avec un couteau en main, pendant que la police le suivait. Et les gens fuyaient de partout parce qu'ils avaient peur d'être poignardés par le Chinois. Et les Chinois n'avaient peur de personne, même pas la police. Vous pensez qu'un Noir peut faire une telle chose en Chine? Courir avec un couteau dans la ville? Mais attendez, tu vas dormir 6 mètres sous terre. C'est simple. Il y a quand même un pays, il faut le dire, où les Chinois ne font pas des bêtises comme ça. Ah oui, le pays ici, c'est là. Hein. Au Rwanda, récemment, il y a eu un Chinois qui employait des gens dans des mines ou quelque chose comme ça. Et le monsieur, apparemment, ne faisait pas son travail correctement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le monsieur, ils ont attaché contre un arbre et ont commencé à le fouetter, le chicoter, le flageller. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La police est arrivée, on a embarqué le Chinois. Là, j'étais en prison, il fera 20 ans avant de quitter. 20 ans de prison. Ce n'est pas une histoire comme ailleurs où on te refoule. Non, 20 ans de prison d'abord avant de partir. Et ce n'est pas la première fois. Au Rwanda, tu es étranger. Contrairement à ce qui se passe généralement dans beaucoup de pays africains, un étranger qui vit là-bas. En parlant d'un Européen ou un Américain qui vit au Rwanda avec un visa expiré, parce que ça arrive très souvent, et souvent ils ne subissent aucune conséquence. Au Rwanda, ce n'est pas le cas, on te jette en prison par rapport à ça, indépendamment de ta couleur de peau. Et ça, c'est une vérité qui dérange, mais c'est la réalité. Dans beaucoup de pays africains, quand c'est un blanc, on dit, ah, écoutez, comprenez, le blanc, il est stressé, tout ça. Ah, bah, écoutez, le blanc peut payer. Non, attendez. C'est ça le traitement qu'on se donne à nous-mêmes. C'est un traitement d'abord racial. Et en fin de compte, on ose se plaindre quand on va chez les gens et qu'on nous traite mal. Quand vous vous traitez déjà mal entre vous dans votre pays, pourquoi espérez-vous à ce que les étrangers et autres vous traitent bien chez eux? Ça n'a aucun sens. Voilà ce que c'est. Au Kenya, ça ne rigole pas. Le Chinois a été embarqué. Certainement, il a regretté. Et je ne sais pas, peut-être qu'il avait l'habitude de blaguer comme ça avec ses travailleurs. Un boss qui aime taper sur ses travailleurs. Mais bon, ça peut être interprété de plusieurs façons. En tout cas, si vous êtes amis, l'amitié se voit. Mais quand les gens à l'extérieur perçoivent ces genres d'images, la première chose qui leur vient en esprit est que tu es en train d'abuser tes travailleurs. Donc c'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le président ougandais a promis de faire la guerre au Kenya si cette situation n'est pas résorbée très rapidement. En effet, il est très fâché vis-à-vis du Kenya, disant le Kenya essaie de privatiser l'accès à la mer. C'est-à-dire, le Kenya prétend que la mer lui appartient. Regardez la carte, l'Ouganda et le Kenya et la mer. L'Ouganda, comme vous le remarquez, c'est un pays enclavé dans le continent. Ils sont donc pas bordés par la mer. Mais le Kenya, par contre, vous voyez la mer. C'est-à-dire tout ce qui est importé en Ouganda passe par le Kenya. L'Ouganda est très en colère à travers son président disant que le Kenya veut privatiser la mer. Ils sont prêts, dans ce cas, à aller à la guerre. Je pense qu'il est très important d'examiner cette situation. Comprenez que la vie ne se limite pas seulement à la francophonie. Il faut élargir ses capacités, élargir ses pensées, en voyant ce qui se passe partout. Suivons ce que le président ougandais avait à dire. Pourquoi ne voyez-vous pas comment vous unir? Parce qu'en Ouganda, même si vous vouliez construire une marine, comment pourriez-vous la construire? Nous n'avons pas accès à la mer. Comme vous entendez, il dit que l'Ouganda est en incapacité de créer une force navale parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Continuons. L'organisation politique en Afrique est tellement irrationnelle. Certains pays n'ont pas d'accès à la mer pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de défense. Vous êtes coincés. Comment puis-je exporter mes produits? C'est pourquoi nous avons des discussions sans fin avec le Kenya. Puis celle-ci s'arrête, puis une autre commence. Et le chemin de fer, l'oléoduc, celui dont nous avons parlé, mais cet océan m'appartient. Parce qu'avec mon océan, j'ai droit à cet océan qui m'appartient vraiment. À l'avenir, nous allons avoir des guerres. Évidemment, ce qu'il a dit a créé un tollé général au Kenya. Les gens sont très en colère, très fâchés. Les Kenyans se disent prêts à aller à la guerre aussi. Vous savez, les Africains, généralement, quand c'est pour faire la guerre, ils sont toujours prêts.
Mais quand il faut faire la paix, s'améliorer, contribuer pour avancer, progresser, alors les gens sont absents. C'est curieux, hein, quand c'est pour insulter, dégrader, tout le bazar. Rentrons dans notre histoire. Le président ougandais a comparé la situation au fait de vivre dans un immeuble. Hein. C'est-à-dire quoi? Vous vivez dans un immeuble au 3e étage et les personnes vivant au rez-de-chaussée prétendent que la cour leur appartient. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez quelque chose qui arrive, tel que votre Uber Eats, une commande qui arrive à travers Uber, qu'est-ce qui se passe? Les personnes habitant au rez-de-chaussée vous disent qu'il faut payer un taxe, ou les impôts, ou des lévies pour avoir votre histoire. Est-ce que ça a un sens? Vous vivez au 16e étage, et les personnes en bas vous disent à chaque fois que vous avez une commande qui arrive, nous aussi on veut vendre notre pourcentage. Est-ce que c'est logique ou pas? Eh ben, c'est la même logique en ce qui concerne les ports. Okay? On va essayer de voir si le président ougandais a raison ou pas. À chaque fois que l'Ouganda importe quoi que ce soit, ils doivent payer quelque chose au Kenya ou à la Tanzanie. C'est normal ou pas? Évidemment, l'Ouganda dépend fortement de port Kenya, Mombasa, sur la carte, vous voyez, ça c'est Mombasa, et Lamu, ok, pour ses importations, notamment de pétrole, de ciment, de fer et de l'acier, ainsi que de produits manufacturés. Donc, c'est pas facile d'être un pays enclavé. On a besoin des voisins et il faut aussi avoir une bonne correspondance avec eux. Alors, que dit le droit international dans ce cas? Pour un pays enclavé, selon la Convention des Nations Unies, parce qu'ils étaient assis pour discuter pour ces conditions, les Nations Unies disent que les océans sont considérés comme des biens communs mondiaux. C'est-à-dire l'océan appartient à tout le monde. Mais les États côtiers contrôlent leurs eaux territoriales et leurs ports. Les océans, ça appartient à tout le monde. Mais les États côtiers, les États qui sont aux côtes, contrôlent leurs eaux territoriales et leurs ports. Maintenant, les pays enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Éthiopie, le Mali et tout le bazar ont le droit d'utiliser de routes de transit. Donc, ils peuvent servir de leurs voisins comme route de transit, mais ils ne possèdent pas de droit à l'océan. Donc, ils peuvent passer à travers la cour, mais la cour appartient au rez-de-chaussée. C'est une loi bizarre, n'est-ce pas? Alors, qui a voté cette loi? Je crois que c'est important. Qui a voté la loi? La Convention des Nations Unies sur les droits de mer a été votée en 82, mais a été mise en vigueur en 94. C'est là qu'un nombre suffisant de pays l'avaient ratifiée. Évidemment, la loi a été adoptée pour prévenir des conflits. Quel genre de conflits? Des conflits de pêche, d'exploitation minière, de fonds marins, parce qu'il y a beaucoup de richesses sous l'eau. Hein. Il fallait éviter ce genre de conflits entre pays, tout ça. Des conflits de routes, de navigation et tout le bazar. Donc, il fallait créer de l'ordre autour de l'eau. Et pour ça, malheureusement, quelqu'un a décidé que les États côtiers ont droit d'un périmètre d'eau pendant que les États à l'intérieur n'ont pas de droit du tout. Pour essayer de comprendre, je pense qu'il est important qu'on l'explique. À partir de la terre, à 19 km dans l'eau, l'État côtier a tout le droit. Okay? C'est-à-dire l'eau, là, c'est l'eau territoriale. À 19 km, ça appartient au pays. Vous comprenez? Donc, le pays a tout le droit. Chaque avion, chaque bateau qui traverse doit d'abord préalablement avoir une autorisation du pays côtier pour que ça traverse à 19 km. Vous voyez un peu? Maintenant, on va à 370 km. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. 370 km depuis la côte dans l'océan. Là, le pays côtier a toujours le droit de contrôle, mais n'est pas propriétaire de ces eaux. À 370 km dans l'eau, les navires d'autres pays et les avions peuvent traverser sans nécessairement demander l'autorisation du pays côtier. On est ensemble. Mais tout ce qui appartient au gaz, pétrole, poisson et tout le bazar appartient au pays côtier. Donc, en récapitulation, à 19 km, tout appartient au pays côtier. À 370 km, les avions et bateaux peuvent passer sans demander l'autorisation, mais tout ce qu'il y a comme pétrole, gaz et poisson appartient toujours au pays côtier. Au-delà de 370 km, ça appartient à tout le monde. Maintenant, le problème de Museveni, c'est quoi? Le problème du président Museveni, c'est que pourquoi son pays doit avoir à payer des taxes et tout le bazar pendant que l'océan appartient à Dieu? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? L'exemple est très simple, ok? Prenons un frais de transit, par exemple. L'Ouganda paye au Kenya beaucoup d'argent dans le frais portuaire, les péages, les routiers et les droits frontaliers. Un autre exemple, un conteneur, par exemple, venant de l'Asie, ok? Arrivé à Mombasa. De l'Asie à Mombasa pourrait coûter environ $2000 en frais maritimes. Mais de Mombasa, regardez Mombasa sur la carte, à Kampala, ça pourrait coûter $1500 de plus. Et quelquefois $2000. Le transport terrestre seulement en frais, ça pourrait coûter $2000. Donc, en d'autres termes, si un conteneur venait de l'Asie, arrivé au Kenya, coûterait $2000. Pourquoi $2000 additionnels du Kenya à l'Ouganda? Donc, voilà pourquoi l'Ouganda veut un droit à ses ports. Museveni, malgré sa langue de guerre, serait en train de revendiquer en disant qu'il est insensé que les États côtiers revendiquent la propriété exclusive de l'eau. L'océan ne les appartient pas, ça appartient à Dieu. Les pays enclavés comme l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso devraient avoir le droit de partager l'océan. Et dans ce cas, on parle de l'océan Indien pour l'Ouganda. Et pas seulement des privilèges de transit. Il ne s'agit pas seulement qu'on ait privilège de pouvoir traverser votre pays,
pour aller prendre nos containers, il faut aussi ce privilège d'avoir accès à l'océan, de créer notre point de réception, c'est-à-dire pour éviter les tumultudes qui se passent au Kenya. Prenons l'exemple simple. Récemment, en Tanzanie, il y avait problème, difficulté à cause des élections. Le pays était par terre. Et comme le pays était par terre, tout ce qu'il y a de transport, tout ce qui est censé être envoyé en Ouganda, s'est arrêté. Pourquoi? À cause de la politique tanzanienne. Mais si l'Ouganda avait son propre lieu, par exemple, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas? L'Ouganda procéderait ces histoires en tant que pays souverain. Son souhait, évidemment, est celui de supprimer ou de réduire les frais des transits, comme l'Ouganda serait considéré comme copropriétaire de l'océan plutôt que client dépendant. Alors, vous trouvez que ça a un sens ou pas? Voilà exactement ce que je disais précédemment, même en parlant du Mali, Burkina Faso et autres. Ce sont des pays qui, après avoir décidé de se retirer de la CEDEAO a jugé de bloquer les ports, n'est-ce pas? Bloquer accès aux ports. Les ports sont nécessaires. Pourquoi? Pour les imports et exports. Comment peut-on faire les imports et exports? Il y a deux façons de le faire. Soit par la voie aérienne, utilisant un avion qui est rapide, limité en termes de contenance, mais aussi très cher. Ou encore, on peut utiliser des navires qui sont beaucoup plus grands. On peut y mettre autant d'histoires qu'on veut. Ça prend un peu plus longtemps, mais ça arrive finalement. Alors, la CEDEAO a décidé de bloquer accès à l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est le Maroc, regardez sur la carte. L'AES prenait accès à la mer à travers le Togo, le Ghana, le Bénin, le Sénégal et autres. Mais quand la CEDEAO a décidé de bloquer accès, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Maroc qui dit, bon écoutez les amis, ne vous en faites pas, venez, vous pouvez prendre accès à la mer à travers mon pays. C'est le Maroc, vous êtes les mêmes ici qui disent que les Marocains sont des racistes, non? Les Marocains sont méchants, ils sont racistes, ils sont mauvais, ils aiment pas les Noirs. Mais vous, entre Noirs, vous faites quoi? Non, il faut vous dire la vérité. Les gens de la CEDEAO sont quoi? Ils sont blancs. Les gens de la CEDEAO, ils sont quoi? Ils sont vos frères. C'est eux qui ont fermé accès au Mali, Burkina Faso et au Niger. Pendant ce temps, le Maroc a ouvert sa porte. Le Maroc, voilà pourquoi je ne limite plus jamais ma capacité d'accepter ou de fraternité à la couleur de peau. C'est très imbécile de penser comme ça. Qu'une personne qui te ressemble en couleur de peau serait essentiellement bien pour ta nature, bien pour ton existence, ou un frère. C'est faux. Alors, parlons du Mali, Burkina Faso et Niger. Ont-ils raison de dire que eux aussi devraient avoir droit à l'océan, comme le dit l'Ouganda? Parce que l'océan n'appartient à personne. Pourquoi vous vous réservez ce droit-là C'est comme si on vivait dans un immeuble. Je suis au 7e étage et ceux du rez-de-chaussée disent non, la cour nous appartient. Tout ce qui passe à travers la cour, nous on doit manger. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le président ougandais est en feu actuellement. Il a dit ouvertement que dans le futur, ça enclencherait des guerres. Est-ce qu'il a raison ou pas de le dire? Faites-moi savoir. God bless.